messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le vice-président Temoko Melet Kone promeut la richesse verte de l'Afrique à la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. En marge de ce sommet sur le climat, il a pris part à un panel de haut niveau. Le vice-président ivoirien appelle à l'élaboration de stratégies robustes pour valoriser et monétiser le capital naturel. Le gouvernement intensifie les investissements dans le domaine agricole. 238 porteurs de projets ont reçu leur chèque d'une valeur de 8 milliards de francs CFA en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il constitue la deuxième vague de bénéficiaires du projet de développement des chaînes de valeur vivrières. L'axe Yamoussoukro-Washington s'affermit. La Côte d'Ivoire et les États-Unis renforcent leur coopération en matière de défense. Les deux pays ont signé des protocoles d'accord ce mercredi et ceux-ci portent sur le renforcement des capacités du personnel de l'armée ivoirienne et la dotation en engins roulants. C'est l'image du jour aux États-Unis. Donald Trump a été reçu par Joe Biden à la Maison-Blanche. Le 47e président élu a déclaré que la transition avec son prédécesseur serait la plus fluide qui soit. Il a promis qu'il reviendrait voir Joe Biden dans le bureau ovale avant sa prise de fonction. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient la COP29. Le vice-président Temoko Melet Kone porte la voix de notre pays en marge du sommet sur le climat. Vous allez le voir, il a pris part à un panel de haut niveau sur la richesse verte de l'Afrique. Le vice-président ivoirien appelle à l'élaboration de stratégies robustes pour valoriser et monétiser le capital naturel. Alexis Ouedraogo. Ce mercredi, à Bakou, en Azerbaïdjan, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Temoko Melet Kone, a pris part à la rencontre de haut niveau sur la réévaluation de la richesse verte de l'Afrique, organisée en marge du sommet mondial sur le climat. Cette thématique s'impose à notre continent en ce moment bien particulier où le monde peine à s'accorder sur un niveau de ressources climatiques à la hauteur des besoins d'adaptation de l'Afrique aux effets des changements climatiques. En février 2024, le 37e sommet de l'Union africaine, après avoir constaté que le PIB ne donne aucun élément sur l'apport des ressources naturelles à la richesse des pays, a décidé de mettre l'accent sur la nécessité d'intégrer le capital naturel à son évaluation. Une vision soutenue par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui n'a pas manqué de réaffirmer le soutien et l'engagement de la Côte d'Ivoire. Nous devons approfondir la réflexion pour nous assurer que l'intégration de cette richesse ne soit pas qu'un simple exercice statistique, mais qu'elle génère réellement des revenus effectifs. Elle doit impacter l'essor économique et profiter aux populations en améliorant leurs conditions de vie, notamment celles des jeunes et des femmes. L'Afrique ne pourra pleinement bénéficier d'opportunités comme celles offertes par le marché du carbone que si elle parvient à influencer les prix, le prix de la tonne de carbone et à contrôler l'évaluation de son potentiel. Nous devons donc accélérer la recherche et l'innovation en adoptant une approche inclusive, impliquant à la fois le secteur public, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers afin d'identifier et de déployer les solutions durables. Temoko Melet Kone a pour finir appelé les Africains à tirer meilleur profit du mécanisme des crédits carbone qui offre d'énormes opportunités grâce à la richesse verte. Voilà, et c'était la journée de l'Afrique à la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assaouré Konan Jacques, est aussi monté au créneau pour plaider en faveur de la Côte d'Ivoire. Il a relevé l'urgence de débloquer des financements climatiques pour les communautés les plus vulnérables. Envoyés spéciaux à Bakou, Grace Kando, Adam Sangari. Les pays africains bénéficiaires du nouveau mécanisme de financement climat ont été informés sur les opportunités de ce mécanisme innovant mis en place par la Banque africaine de développement en 2023. Plusieurs ministres africains ont profité de cette opportunité pour faire des plaidoyers au profit de leurs pays respectifs. Le guichet d'action climatique
représente une opportunité cruciale. En tant que plus grande réserve des projets d'adaptation d'Afrique, il doit être un instrument de transformation pour nos communautés vulnérables. Nous sommes satisfaits parce qu'avec ce fonds-là de la BAD, ce sont vraiment les pays africains qui sont au volant du fonds. C'est nous qui décidons les projets que nous voulons financer, c'est nous qui décidons les entités avec qui nous voulons travailler, contrairement à ce que l'on reproche aux gros fonds traditionnels. Le ministre Jacques Assaoré Konan, quant à lui, souligne la nécessité d'accroître le financement pour les projets d'adaptation. La Côte d'Ivoire fait partie des premiers pays bénéficiaires de ce guichet, avec un financement d'un peu plus de 7 milliards de dollars. Ces fonds, nous allons les destiner au financement de la résilience de nos populations. Il y a des fonds qui sont disponibles, mais la mobilisation des ressources est difficile pour un certain nombre de raisons. Je voudrais que la BAD en tienne compte pour ne pas que ce fonds subisse le sort des autres fonds. Nous, les Africains, nous appelons au financement de nos activités. La recherche de financement à bas coût pour les projets de lutte contre les changements climatiques en Côte d'Ivoire reste un objectif primordial pour le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Konan. Et ça bouge aussi bien dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Le gouvernement intensifie les investissements dans le domaine. Après 2023, la deuxième vague de bénéficiaires du projet de développement des chaînes de valeur vivrière a reçu à sa subvention 238 porteurs de projets. Vous allez le voir, ont reçu le chèque d'une valeur de 8 milliards de francs CFA. C'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Franck Quadio. Yamoussoukro, capitale politique, théâtre ce jour de l'autonomisation financière agricole. 283 entrepreneurs constituant la deuxième cohorte du fonds à coût partagé du projet de développement des chaînes de valeur PDC2V reçoivent leur chèque en présence du Premier ministre. Un soulagement pour Sabine qui peinait à développer son activité piscicole. Un prêt d'un montant total de 194 251 950 francs CFA. Mais surtout, c'est un grand défi. C'est bien beau de recevoir le financement, mais il faut pouvoir l'utiliser conformément à ce que vous avez demandé. Dame Quadio, elle, 2 années plus tôt recevait son financement. De même, ses structures de formation, et ce, dans le cadre de la première cohorte forte de 109 bénéficiaires en août 2023. 163 millions. Voilà, pour ce projet, nous avons d'abord produit plus dans le vin, vu que nous sommes spécialisés dans le vinage, et aussi augmenter la quantité des larves au niveau de la protéine animale. Donc avec ces 59 millions, nous avons construit l'unité d'Ateke, on l'a équipée, et puis nous avons amélioré le système agricole au niveau du maraîcher. Le PDC2V, mis en œuvre par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, bénéficie à 85% du financement de la Banque mondiale. Créer des emplois sur le sol de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà le défi que le pays a. Voilà le défi que nous, vos partenaires, avons avec vous. Les PME encouragent donc à être créateurs d'emplois à travers le PDC2V qui met en avant la chaîne de valeur autour du manioc, de l'aquaculture et des maraîchers. Le ministre Kobedan Kwasi Adjoumani note pour sa part l'engouement croissant des entrepreneurs agricoles. Il s'agit aujourd'hui de la deuxième vague de bénéficiaires. Il y a encore des ressources à mettre à votre disposition. Les enregistrements et les sélections se poursuivent. L'État a mis des fonds à votre disposition. Une opportunité unique à saisir et tâchez d'en faire bon usage. Des raisons de se satisfaire car le vivier du producteur pour l'autosuffisance alimentaire de demain se densifie et ce, de façon qualitative comme le relève le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé. Un projet structuré pour aider véritablement ceux des nôtres et celles des nôtres qui ont envie que la Côte d'Ivoire soit championne d'Afrique dans le domaine agricole. Quand on voit nos femmes de Boisflé, de Yamoussoukro, d'Aboisseau, de Korogo, d'Odiéné,
de San Pedro, de partout, capables de produire des maraîchers de grandes quantités et de qualité, ne peut-on pas rêver de voir la Côte d'Ivoire champion d'Afrique dans ce domaine? C'est pourquoi j'ai tenu à venir ici ce matin pour vous dire qu'ensemble, auprès du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire doit devenir champion d'Afrique de l'agriculture partout et en tout temps. Des cohortes mis en mission, notons qu'un fonds de plus de 160 milliards de francs CFA a été mobilisé pour la mise en œuvre de l'initiative dont la cohorte 2 bénéficie d'une enveloppe de subventions à hauteur de plus de 8 milliards de francs CFA. Les chèques remis ces jours oscillent entre 20 et 274 millions de francs CFA par bénéficiaire. Et en marge de toutes ces activités, la paix s'enracine en Côte d'Ivoire. Le nouvel archevêque d'Abidjan, mon cardinal Ignace Bessi Dogbo, a été reçu par la grande chancelière honoraire de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté. C'était à Cocody. L'hôte de la grande chancelière honoraire était porteur d'un message de reconnaissance pour les actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Souleymane Donisongo. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, le nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan, chez la grande chancelière honoraire de l'Ordre national, Henriette Dagri Diabaté. Il est porteur d'un message de reconnaissance et de gratitude. Il convenait qu'en tant qu'archevêque d'Abidjan, je puisse rencontrer les autorités du pays pour que le rapprochement, la communion nous aide à mieux servir l'Église et aussi à mieux servir le pays. C'est dans ce cadre-là que je suis venu rencontrer la grande chancelière qui a bien voulu m'accorder cette audience. Et nous avons échangé sur la vie de l'Église, la vie du pays, pour voir comment travailler à faire avancer la Côte d'Ivoire sur le chemin du développement, sur le chemin de la paix et de la cohésion. Henriette Dagri Diabaté a exprimé tous ses encouragements à son hôte pour ses nouvelles fonctions. Je tiens à lui dire merci. Et à dire merci à l'Église qu'il ait pensé à nous. Et puis je tiens à dire que je suis heureuse d'être la mère, comme je l'ai senti tout à l'heure, de ceux qui pensent à moi, qui pensent aux femmes, qui pensent aux enfants, à toute la Côte d'Ivoire. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo a été créé cardinal le 20 mai 2024 par le pape. Il se rendra à Rome en décembre prochain pour recevoir les insignes liés à ses nouvelles fonctions. Voilà, les prières montent en faveur de notre pays et dans ce contexte de promotion de la paix, la Côte d'Ivoire veut s'ouvrir davantage à sa diaspora pour son développement économique. Mais quelles sont les conditions du retour de ces Ivoiriens porteurs d'affaires? Existe-t-il des modèles de réussite? Notre reporter Kader Sogodogo suit pour nous le forum de la diaspora organisé à Yamoussoukro par le Sénat. Annabelle Brou fait partie de cette diaspora ivoirienne qui a repris le chemin du retour au Bercail. Je me suis rendu compte que j'étais totalement dépaysée. Je n'avais personne vers qui me tourner justement pour pouvoir créer mon entreprise. Je suis tombée sur un notaire correct par la grâce de Dieu qui m'a aiguillée, mais par la suite, les longueurs administratives. Comment trouver un marché? Comment être inscrit au patrimoine de l'État pour pouvoir faire partie des fournisseurs de l'État? Ça a été un parcours du combattant. Fort de cette expérience, elle souhaite la mise en place d'un cadre unique pour faciliter le retour de tous ceux qui voudraient revenir à la maison pour y investir. Donc on crée une entité unique, une sorte de guichet unique pour les Ivoiriens de la diaspora, où en ce sein, ils pourront se loger, trouver des bureaux, ils pourront par la suite être aiguillés dans les différents domaines parce qu'on a des pépites. Certaines sont encore hésitantes. L'envie de revenir est une réalité. Nous avons une forte envie de revenir dans notre pays. Nous avons une forte envie de venir investir, de rencontrer des opportunités qui nous attendent dans nos pays. Mais le problème, c'est que nous sommes confrontés à des défis tels que la mise en relation avec l'opportunité locale. Serge Parfait Diomant est dans le domaine de l'hydrocarbure. Il est venu de l'Azerbaïdjan pour participer au forum de la diaspora ivoirienne.
il est un modèle de réussite. Permettez-moi déjà de remercier le prix d'excellence international Marie-Laure d'Ivoire qui m'a révélé à l'État de Côte d'Ivoire. Et à travers ce prix, j'ai été honoré, appelé par le gouvernement ivoirien pour pouvoir participer à la phase 1 du projet Baleine. Donc on se retrouve en Azerbaïdjan, en Inde, aux Caraïbes, un peu partout dans le monde quand on a le grade d'expert international. La Côte d'Ivoire dispose de 14 districts autonomes. Pour le ministre-gouverneur Gaoussou Touré, la diaspora ivoirienne reste un partenaire privilégié. Pour les districts, c'est éminemment important parce que nous avons beaucoup d'expertise au niveau de la diaspora et il faut que nous communiquons sérieusement sur les différents projets et programmes. Rôle des ambassadeurs, consuls généraux et autres acteurs dans la mobilisation de la diaspora, l'industrie culturelle, sportive et diaspora, des panels très attendus au cours de ce forum. Voilà, c'était un reportage de Kader Sogodogo. Comme on le voit, la diaspora ivoirienne constitue un véritable vivier, une richesse pour notre pays. Dans l'actualité nationale également, ce mercredi, la Commission électorale indépendante, CEI, a accueilli à son siège une délégation du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Cette rencontre, à la demande du PPACI, a pour but de discuter des préoccupations essentielles pour le parti. Il s'agit notamment du délai d'enrôlement sur la liste électorale. Le PPACI demande une prolongation, nous dit Sidonie Davila. Le recensement électoral, prorogé au 17 novembre prochain, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire plaide auprès de la CEI pour une nouvelle rallonge. On observe ce qu'on appelle anti-griffe, le désert au niveau des centres d'enrôlement. C'est parce qu'il y a un engorgement en amont, un engorgement au niveau de l'administration. Tant qu'on n'a pas les pièces, on ne peut pas aller se faire enrôler. Nous avons demandé au président de proroger la période de l'enrôlement à 3 mois. Parce que c'est ce qui me semble juste pour que les personnes puissent rentrer en possession de leurs pièces. C'est à l'étude. Nous avons demandé aussi au président de programmer une révision électorale, la liste électorale en 2025, comme c'est prévu par la loi. C'est aussi en étude. Donc l'audit de la liste électorale dont nous avons parlé aussi, pour lesquels le président ne voit pas d'inconvénient, il faudra chercher les modalités pour y arriver. 2 autres points aussi importants sont portés sur la table de la Commission électorale indépendante ce mercredi. Le sort du représentant du parti au sein de la CEI et l'inscription de son leader, Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Nous avons rappelé les dispositions de la Constitution qui font qu'il y a certaines choses que nous pouvons faire, il y a d'autres choses que nous ne pourrons pas faire immédiatement, peut-être dans le long terme. Mais toujours est-il qu'au sorti, pour ce qui est du premier point, au sorti de cette discussion, on s'est accordé sur des points qui seront améliorés pour ce qui est de la compétence de la Commission électorale indépendante. Nous avons donc pris l'engagement d'informer toutes les autorités impliquées dans le processus électoral, directement ou indirectement, afin qu'une solution idoine soit trouvée. Pour ce qui est de l'inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, vous savez, il y a ce que le droit dit et il y a ce que la convenance humaine requiert. Donc je crois que nous nous sommes compris. Pour ce qui est du 3e point, l'inscription du représentant du PPACI sur la liste électorale. La commission électorale est ouverte. Tout se fait dans le consensus. Elle fonctionne aussi bien sur la loi que sur les accords politiques. Si un consensus a été trouvé sur la plupart des points abordés, les 2 partis, la CEI et le PPACI, ont convenu de poursuivre les discussions. L'union fait la force, dit-on. L'axe Yamoussoukro-Washington s'affermit davantage. La Côte d'Ivoire et les États-Unis renforcent leur coopération en matière de défense. Les 2 pays ont signé des protocoles d'accord ce mercredi même et ceux-ci portent sur le renforcement de capacités du personnel de l'armée ivoirienne et la dotation en engins roulants. Walter Madou Ouattara. Échange de parapheurs entre Jessica Davis-Ba, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, et Teni Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Juste avant, une signature de 2 protocoles d'accord
à renforcer le partenariat qui existe déjà. Les deux programmes représentent une étape très importante de notre coopération pour protéger les soldats. Le don de 12 véhicules blindés de transport de troupes et la formalisation d'un programme de formation à long terme pour les soldats de FACI déployés au nord. Les États-Unis et la Côte d'Ivoire travaillent en collaboration pour investir dans le peuple, pour promouvoir la paix et pour accroître la prospérité partagée. Reconnaissant de cette solidarité américaine qui arrive dans un environnement sécuritaire sous-régional menacé par le terrorisme, le ministre d'État, ministre de la Défense, promet une bonne utilisation des équipements qui seront reçus. Au nom du président de la République, chef suprême des armées, nous félicitons de l'excellence des relations bilatérales entre nos deux pays. Au vu des menaces actuelles, ces équipements sont indispensables pour accomplir les différentes missions de sécurisation, de protection et de défense de notre territoire. Récemment, les États-Unis ont décidé de prépositionner 2 aéronefs d'évacuation médicale qui pourraient sauver la vie de certains de nos soldats en mission, notamment dans la lutte contre le terrorisme et les bandes criminelles, ce dont nous nous réjouissons. D'ici 2028, plus de 6 000 soldats ivoiriens et 1 500 infirmiers de combat verront leur capacité renforcée grâce à ces accords de partenariat. On le sait tous, l'eau est source de vie. Dans la région du Bafing, justement, précisément à Santa, dans le département de Ouaninou, les populations ont le sourire aux lèvres. Le ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Moussa Sanogo, vient d'inaugurer le tout nouveau château d'eau de la localité. Un ouf de soulagement pour ces populations rurales, nous rapporte Chris Ephraim Diomandé et Didier Nguessan. Chercher de l'eau dans les coins reculés et dans les rivières de Santa est un vieux souvenir. Ce village, dans le département de Ouaninou, région du Bafing, a désormais son château d'eau. Les populations bénéficiaires sont reconnaissantes. Je suis contente aujourd'hui parce que aujourd'hui on a reçu château d'eau chez nous ici. Avant, c'est l'eau sale, on partait puiser l'eau au marigot. Et vraiment, c'était vraiment difficile. Pour le donateur Moussa Sanogo, ce geste est salvateur car l'eau potable est source de vie. Vous voyez bien que la population en avait grandement besoin. Vous imaginez pour les mamans qui devaient se lever tôt, aller chercher de l'eau pour servir de l'eau à la famille, quel soulagement. Et donc on est très heureux. Elles ont un gouvernement, des autorités qui travaillent pour elles, qui n'ont pas d'autre souci que d'améliorer tous les jours leur qualité de vie. Cette journée inaugurale a été l'occasion d'exhorter les populations à se faire enrôler sur la liste électorale. Moussa Sanogo a également visité le nouveau centre de santé de Santa. Et à Abidjan, ici, ce sont les vendeurs de bétail qui vont déménager à Adjamé. C'est la fin donc d'une ère pour les commerçants du parc à bétail, mise en demeure par le district autonome d'Abidjan. Ces commerçants sont sommés de rejoindre un nouveau site en construction à Anyama. C'est une initiative des autorités pour moderniser et centraliser le commerce de bétail, nous dit Jean-Luc Bambo. Ici, au parc à bétail d'Adjamé, l'heure est aux interrogations. Depuis la mise en demeure du district d'Abidjan, les commerçants savent qu'ils doivent quitter les lieux pour rejoindre le nouveau marché d'Anyama. Un marché plus moderne, mais qui suscite aussi des inquiétudes chez Mohamed. Et nous devons trouver un site à Anyama, mais le site a un petit problème. Le problème qui est là-bas, selon les dimensions des parcs, c'est ce qui nous gêne beaucoup. Les parcs là, ils sont petits pour un camion qui quitte au Mali ou même Burkina pour débarquer. Souvent, on a 200 têtes. 250 têtes, c'est petit. Tu vois, eux, le prix d'enclos, qu'on parle de 500 000, c'est ce qu'on demande l'État de Côte d'Ivoire de diminuer pour nous. Inch'Allah, aussi, Dieu le veut, à Nyama, on sera là-bas. Personne n'a dit ici qu'il ne veut pas partir à Nyama. Il n'y en a pas ces personnes-là ici. Pas contre le déménagement, mais besoin d'un accompagnement pour que cette transition se passe bien, selon Souleymane Bakayoko. On veut que le site n'a qu'à être propre. Quand le site est propre, on sait que bon, on est dans la sécurité. Tout est propre, on s'en va regarder le site et puis voir que tout est bien organisé. On se lève, on s'en prend. Donc ça a trouvé que nous-mêmes, on est pressés pour aller. À Anyama, les travaux avancent, mais le marché est encore en chantier. Un site de près de 200 hectares, certains commerçants viennent déjà pour explorer les lieux et se préparent à la transition.
Le coin, on ne peut pas dire que c'est pas bon. Mais tout le début, c'est un peu dur. Mais à la fin, ça va aller. C'est que nous demandons seulement de revoir les prix pour que tout le monde ait accès à un enclos. Parce que le vent des moutons, ce n'est pas facile. D'autres, comme Youssouf Seri, ont déjà franchi le pas. Il est l'un des premiers à s'installer ici. En tout cas, c'est bon. C'est bon. Mais ce n'est pas fini. Hein. Je n'ai pas fini le travail d'abord. Il devrait nous laisser le temps. Parce que s'ils sont finis net, non, on va venir. Pour le président de l'interprofession bétail-viande, gros ruminant de Côte d'Ivoire, cette relocalisation est une étape essentielle pour moderniser le secteur. C'est où il y a les hommes, c'est là-bas il y a bonheur. Quand les gens vont déménager à Niama, un mois après, tu vas pas trouver, toi-même tu vas pas trouver que le coin a changé. Mais est-ce que normalement, si ce n'est pas parce que on a en Afrique là, est-ce que les animaux doivent vivre avec les gens? C'est ce que les gens n'ont pas compris. Et c'est ce que le gouvernement est en train de donner comme explication. Parce que les animaux, ils sont liés à part, les hommes, ils sont liés à part. Tu vas partir en France comme ça, tu ne vas jamais voir un mouton en ville. Hein? Mais la viande ne manque pas. Donc à Niama aussi, la Côte d'Ivoire a changé, le pays a évolué. Et il faut qu'on respecte la vision du gouvernement. Et tout ce que l'État est en train de faire, c'est des services qu'il est en train de rendre à la population. Entre impatience et incertitude, le défi pour les commerçants reste de pouvoir continuer leur activité dans de bonnes conditions. On va marquer un petit arrêt à Grand-Bassam. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, et son hôte, Elundou Assamou Lazare, directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, ont effectué une visite suivie de travaux d'échange dans la ville historique de Grand-Bassam. L'objectif est de s'imprégner du projet de restauration de plusieurs infrastructures. Souleymane Donisongo. Classée patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012, la cité des Grand-Bassam poursuit la restauration de ses édifices. Sur le site de l'ex-hôtel des Postes et Douanes, le directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO, Elundou Assamou Lazare, est venu se rendre compte de l'avancée des travaux de la future Maison de l'Art. Elle est le fruit d'un partenariat public-privé. La fin des travaux est prévue pour le premier trimestre 2025. Soucieux des effets de l'inondation subie par la ville, la délégation a pu s'imprégner de la fin des travaux d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remac, et son hôte se sont ensuite rendus chez le roi, où ils ont fait le point de leur collaboration. Très ému par l'accueil et aussi par l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à préserver les sites du patrimoine mondial. J'ai visité le site du patrimoine mondial de Conques. Là, nous sommes à Grand-Bassam. J'ai vu l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire pour vraiment préserver ces sites qui sont irremplaçables aujourd'hui pour l'humanité. Nous sommes venus aussi consacrer la vision du président de la République qui a souhaité que notre patrimoine, nos traditions et les garants de nos traditions soient reconnus. Et c'est ce qu'il a fait très rapidement en consacrant la Chambre des rois et des chefs traditionnels parce que conscient de ce que nos valeurs qui sont portées par la culture et qui sont portées par le patrimoine culturel autour de la paix, de la cohésion, du vivre ensemble qui lui sont chères, sont importantes. Au palais royal du peuple Nzima Kotoko, la délégation a rendu les civilités au roi. Elundou Assamou Lazare est élevé officier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Il a été baptisé Kwasi, membre de la famille Mvabile, recevant ainsi les attributs dignes d'un fils du peuple Nzima. Et toutes ces activités connaissent un succès dans la paix. Justement, on prie pour la paix dans notre pays et précisément pour les élections apaisées. L'Association interreligieuse pour la paix et le développement a organisé une cérémonie de prière dans la ville historique de Grand-Bassam pour la stabilité en Côte d'Ivoire et pour des élections apaisées en 2025. On a voté aujourd'hui au Somaliland. Plus d'1,2 million électeurs étaient aux urnes ce matin pour élire leur président. 3 candidats sont en lice et c'est la 4e fois que les habitants de cette république autoproclamée éliront directement leurs dirigeants. Depuis sa séparation de la Somalie en 1991, le Somaliland a fait de sa stabilité démocratique le socle de sa légitimité et l'un des principaux arguments de son combat pour une reconnaissance internationale.
Mais cette élection se déroule dans un climat particulièrement tendu. Le président sortant n'est pas en position de force. Son bilan est controversé. Il a reporté l'élection de 2 ans pour des contraintes logistiques. C'est l'image du jour aux États-Unis et d'Amérique. Donald Trump a été reçu ce mercredi par Joe Biden à la Maison-Blanche. Le 47e président élu a déclaré que la transition avec son prédécesseur serait la plus fluide qui soit. Il a ajouté que la politique, c'est dur et souvent ce n'est pas un monde très agréable. Mais aujourd'hui, c'est un monde agréable et il est reconnaissant. Le futur locataire de la Maison-Blanche a serré la main de Joe Biden dans le bureau ovale qu'il occupera pour la seconde fois à partir du 20 janvier. Pour rappel, le président démocrate Joe Biden s'était engagé la semaine dernière à assurer un transfert de pouvoir pacifique et ordonné. Fin de ces 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h et moi, je vous donne rendez-vous demain 20h et à 13h demain. Retrouvez Marine Cognan. Très belle soirée. N'oublions pas de chérir la paix sans relâche. À demain.